Et c'est ce qui arrive à nos jeunes frères. C'est ce qui arrive à nos jeunes frères. Sœur nous parle justement de la transformation des aliments qui sont la cause, les vaccins. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Hum. Maintenant, voici l'évolution de cette condition nègre auquel nous devons faire face. Et ceci nous mène à la corruption de la culture hip-hop, qui est devenue un vecteur de, de ce processus d'ingénierie sociale et d'animalisation. OK? Il y a un article, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir cet article qui a été publié dans le Business Insider. Je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez faire une recherche sur Google. Le Business Insider est un magazine d'affaires très respecté. Donc, ce n'est pas une source qui vient de n'importe quel article bidon. Et ils ont republié en 2012, le Business Insider, un article, et je cite cette lettre, et j'en parle beaucoup plus dans mon livre. Ils ont publié un article qui parle de The Secret Meeting That Changed Hip-Hop and Destroyed a Generation. C'est le titre de la lettre. Et cette lettre a été écrite par un ancien exécutif de l'industrie de la musique qui a envoyé une lettre anonyme au site web hiphopisread.com. Et vous pouvez encore voir cette lettre à partir du site web Business Insider. Il y a un lien vers ce site web. Et cet exécutif, ce dirigeant de l'industrie, nous explique qu'une rencontre a eu lieu en 1991 auquel il a été invité. Il a dû même signer un accord de confidentialité qui assurait qu'il ne partage absolument pas ce qui a été dévoilé dans cette rencontre. Et c'est assez spectaculaire le déroulement de toute cette histoire, si vous allez lire. Mais essentiellement, les dirigeants de l'industrie du hip-hop et de la musique ont été appelés par des dirigeants des corporations de prisons privatisées. Et ces prisons privatisées, c'est essentiellement aux États-Unis, et on a même tenté à un certain moment de reproduire ces prisons au Canada, mais ça n'a pas été le cas. Et j'en applaudis le gouvernement canadien à ce niveau. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais aux États-Unis, ces prisons sont répandues, ces prisons privatisées. Et parfois, lorsque vous achetez une paire d'espadrilles Nike et vous voyez fabriquée aux États-Unis, eh bien, il y a de bonnes chances qu'elle a été fabriquée aux États-Unis dans une prison corporative par certains de nos frères et sœurs. Et dans cette rencontre, on demandait, les exécutifs de ces prisons privatisées demandaient aux exécutifs et ces leaders de l'industrie de la musique de promouvoir un changement dans la culture hip-hop et de promouvoir le gangster rap. En disant que si nous réussissons à remplir nos prisons, nos parts de marché et nos actions à la bourse vont augmenter. Et les dirigeants
et les propriétaires des grandes maisons de disques, selon ce qui a été relaté dans cette réunion, étaient eux-mêmes des investisseurs dans ces prisons privatisées et donc avaient un intérêt investi à voir les prisons se remplir, car pour chaque nouveau prisonnier, il y a un revenu pour cette prison corporative. Et donc, le message a été envoyé de s'assurer de répandre une culture hip-hop qui prônait la violence, qui prônait la promiscuité, le dérespect des femmes, qui prônait les ventes de drogue, qui prônait le mode de vie de gangsters, de fratricide, de violence noire contre noir. Et on promettait à ces gens qu'ils auraient leur récompense s'ils collaboraient. Et celui qui a écrit la lettre anonyme et quelques autres se sont insurgés, ont quitté, et ça s'est en fait assez mal passé. Et 20 ans plus tard, il dit qu'il a finalement eu le courage de dire ce qui s'est passé et ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et un peu plus tard, dans la lettre, après avoir expliqué le déroulement de cette rencontre, il écrit les paroles suivantes. Il dit, au fil des mois, ça c'est suite à la réunion, au fil des mois, la musique rap a définitivement changé de direction. Je n'en ai jamais été fan, mais je pouvais malgré tout constater la différence. Les artistes de rap qui parlaient de politique ou de plaisir inoffensif disparaissaient rapidement alors que le rap de gangster commençait à dominer les ondes. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la réunion, mais je soupçonne que les idées présentées ce jour-là ont été mises en œuvre avec succès. C'était comme si l'ordre avait été donné à tous à tous les grands dirigeants du label. La musique grimpait dans les palmarès et la plupart des entreprises étaient plus que satisfaites d'en tirer profit. Bien entendu, parce qu'elles tiraient profit à la fois des ventes d'albums et de disques de nos frères et sœurs qui faisaient la promotion de ce mode de vie et en même temps, ils profitaient des gains de ces prisons corporatives. Donc, ils profitaient en double de la destruction de notre peuple. Pouvez-vous vous imaginer? L'honorable Elijah Mohamed nous dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur de Satan. Et il ne parlait pas d'un Satan épouvante. Il parlait d'un être humain. Donc, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle l'honorable ministre Louis Farrakhan, dans les années 90, en 1995, a fait l'appel de la Million Man March le 16 octobre 1995. C'est parce que justement, il a vu ce complot contre le peuple noir et particulièrement la jeunesse noire et les jeunes hommes noirs. Et il a fait appel à 1 million et 2 millions se sont présentés non pas pour mendier pour des emplois ou pour la justice ou pour créer les vies noires comptent, même si les vies noires comptent, mais c'était dans le but de responsabiliser ces hommes et de se lever et prendre responsabilité de leurs actes et prendre la responsabilité de changer leur vie et prendre la responsabilité de faire progresser leur communauté et projeter au monde entier une image de fraternité. Il n'y avait pas de drogue cette journée-là. J'étais présent en tant que jeune homme, très jeune homme, mais j'étais présent. Il n'y avait pas de drogue, pas une seule cigarette, nulle part. J'étais présent, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et tout le monde se serrait la main. Il y avait une fraternité comme je ne l'ai jamais vécu de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Un océan de paix, de fraternité et de sérénité.
Mais peu après cette marche, dès 96 et 97, suite à cette marche, on a vu les statistiques commencer à s'améliorer. Des études sont sorties pour montrer que le taux de criminalité parmi les Noirs avait descendu. Le taux de violence avait descendu. Le taux de violence conjugale avait descendu. Le taux de famille monoparentale avait commencé à descendre.